Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau décryptage et c'est sur le conflit en Colombie. Cette vidéo, elle a été filmée il y a un petit moment déjà, mais les propos qui sont tenus sont toujours d'actualité. Avant que je ne lance le générique, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo, mais aussi à liker, c'est important pour le référencement et pour soutenir la chaîne. A tout de suite. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Andrea Chacon. Je suis actuellement candidate à un doctorat en agrosciences et ingénierie biologique à l'Université de Liège en Belgique. Et je fais aussi partie de l'association Citoyenneté pour la paix en Colombie qui est placée en France et en Colombie et qui lutte pour la défense des droits humains et pour la paix en Colombie. Avant tout, je voudrais dire qu'avant cet accord de paix qui a été signé entre les gouvernements de Juan Manuel Santos et les guérillas de FARC-EP, il y a eu 5 tables de conversation avec cette guérilla. 5 tables de conversation qui ont échoué et aussi on a eu plusieurs accords de paix qui ont été aussi signés avec les guérillas des EPL, M19 et aussi avec les guérillas libérales auparavant. L'accord de paix signé en 2016 donc, avait comme axe principal la finalisation du conflit social et armé en Colombie pour la voie pacifique. Et donc il était composé de 5 points principaux donc, qui étaient la politique globale agricole. Il y avait aussi la participation politique et la fin du conflit, la solution au problème des drogues illicites, mais aussi un point essentiel que c'était les victimes de conflits armés. Donc, par là, la création d'un système intégral de vérité, justice, répétition et aussi des garanties de non-répétition, ainsi que l'engagement en faveur de la défense des droits humains et la promotion et la garantie de ces droits humains en Colombie. Et le point numéro 6, donc le point numéro 6 qui était la mise en œuvre de ces accords de paix, mais aussi le suivi de la mise en œuvre de ces accords de paix. La finalisation d'un conflit armé, ce n'est pas seulement le silence des armes. En Colombie, il n'y a pas qu'un conflit armé, il y a un conflit social et armé. Donc, si bien les guérilleros ont déposé les armes, ont rendu les armes avec cet accord de paix signé en 2016, les causes structurelles qui ont donné origine à ce conflit social et armé n'ont pas été résolues. Donc, on parle d'un post-accord, mais pas d'un post-conflit, jusqu'à ce que, justement, cette causes structurelles qui ont donné origine à ces conflits soient résolues. Les gens ont tendance à penser que les conflits sociaux et armés en Colombie ont commencé avec la naissance des guérillas. Déjà, les FARC n'étaient pas les premières guérillas qui ont existé en Colombie. Avant les FARC, il y avait les guérillas libérales, donc c'est celles-ci qui ont donné justement origine aussi aux guérillas des FARC, aux guérillas communistes. Mais on parle aussi que c'est un pays qui a été créé, donc qui a toute une histoire de conflits. Donc il y a eu au moins 12 guerres civiles en Colombie et 56 soulèvements armés en Colombie. Donc il existe une longue tradition de violence en Colombie, d'insurrection et de rébellion en Colombie. Je voudrais, pour pouvoir approfondir dans ces sujets, inviter aux personnes qui nous écoutent à peut-être lire ou écouter Alfredo Molano. C'est un sociologue, c'est un historien, c'était un journaliste qui a dédié sa vie à étudier les conflits armés en Colombie. Et il avait une hypothèse, et c'était que la guerre qui était appelée la guerre des 1000 jours,
qui a eu lieu entre 1889 et 1902 n'était pas encore fini en Colombie. Donc, si on tient compte de ceci, on dirait qu'on est en train de parler d'une guerre, d'un conflit social et armé en Colombie qui a plus de 120 ans. Donc, c'est assez large. Et il y a dans ce conflit des situations qui ont été héréditées d'une partie de la colonisation espagnole, mais aussi qui ont été imposées par l'ingérence politique et économique des États-Unis. Donc, on pourrait dire que nous avons des causes structurelles qui ont évolué, qui ont changé selon l'époque, selon les gouvernements qui étaient en tête de la Colombie, selon l'époque sociale, politique, économique, mais qui sont les mêmes, qui n'ont pas changé. Donc, qui tout au long de ce conflit social armé en Colombie ont été présents dans les pays. Et donc, on pourrait énumérer quelques-unes principales. Donc, par exemple, il y a la propriété et l'utilisation de la terre, qui a été un problème majeur en Colombie dans ces années, dès sa naissance comme république. Il y a aussi la concentration de la richesse, l'abandon de l'État dans les territoires en Colombie, donc l'absence des droits sociaux et des droits économiques aussi, et l'absence d'une démocratie réelle, d'une participation politique et de la possibilité de faire partie d'une opposition au gouvernement, de faire l'opposition au gouvernement ou des pensées différentes. Quelques chiffres, par exemple, sur justement les premières causes structurelles qui a donné origine au conflit. Donc, pour donner une marge d'idée, en Colombie, les 52% des terres appartiennent à 1,5% de la population. On a aussi 7,47 millions de Colombiens et Colombiennes qui vivent dans l'extrême pauvreté. On a en Colombie, on compte actuellement avec 2,7 millions de personnes analphabètes. On parle aussi du racisme structurel qui est en Colombie, un pays très raciste, très classiste. Et on va parler aussi, donc il y a tous ces éléments qui viennent avec ces causes structurelles, mais donc on ajoute, comme je disais, l'ingérence internationale. Et comme vous vous en doutez, les États-Unis, donc toujours ont eu, dès la naissance de la République, un intérêt en Colombie, un intérêt politique, un intérêt économique. Pourquoi? La Colombie, c'est un pays, c'est le pivot de l'Amérique latine. C'est l'entrée à l'Amérique latine, la Colombie. Elle est au nord de l'Amérique latine. Elle est frontalière avec le Brésil, le Venezuela, le Pérou, l'Équateur et la Bolivie. Et donc, si les États-Unis, par exemple, veulent rentrer en Amérique latine, donc que mieux qu'avoir un allié, et cet allié, donc c'est la Colombie. Quelle était la proclame des Nord-Américains quand la République colombienne est née? La doctrine Monroe, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'était l'Amérique pour les Américains. Donc justement pour éviter toute ingérence de l'Europe en Amérique latine. Mais nous en Amérique latine, on dit plutôt c'était l'Amérique pour les Nord-Américains. C'est ça qui a imposé la doctrine Monroe. Et c'est cette doctrine avec laquelle encore la Colombie suivit donc, sa politique sociale et économique. Donc après c'était traité, qui était devenu l'Amérique latine pour les États-Unis? L'Amérique latine est devenue, comme le disait Eduardo Galeano, el patio trasero des Estados Unidos. Donc l'arrière-cour des États-Unis, comme il le proclamait. Mais je voudrais justement, voyons un exemple de comment les États-Unis ils ont une forte incidence en Colombie. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, donc, les États-Unis voulaient coûte que coûte empêcher que les phénomènes couvents se répandent pour toute l'Amérique latine.
Donc les idées socialistes, les idées communistes, la nationalisation des industries. Et qu'est-ce qui a créé les États-Unis? Donc ils ont lancé les programmes Alliance pour le progrès, à la tête de John F. Kennedy, qui était le président à l'époque des États-Unis. Et donc, ceux-ci, ils ont envoyé des groupes de volontaires qui allaient en Colombie pour créer des programmes de développement social et économique. La réalité, c'était que c'était des volontariats, des groupes qui voulaient à tout prix donc faire une campagne de stigmatisation contre les idées socialistes et communistes en Amérique latine. Donc ce programme, d'abord, il a créé toute une stigmatisation aux idées qui étaient contraires aux idées capitalistes, qui étaient imposées et qui étaient aussi à l'avant-garde des États-Unis. Mais aussi, ce programme a également donné naissance aux premières cultures illicites de la Colombie, avec les cannabis. Cette époque se connaît comme l'abondance de la marimba en Colombie. Les États-Unis donc a importé la culture de cannabis en Colombie avec pour justement créer, pour faire des tissus, pour créer des vêtements. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ces gens qui étaient là, cette organisation nord-américaine, ont vu que c'était plus faisable et plus rentable de vendre la fleur de cette plante. Et donc, ceci, justement, a ouvert tout un marché d'exportation des cannabis de la Colombie aux États-Unis. Ce qui allait après être remplacé pour la culture de cocaïne. Donc la culture de la feuille de coke et l'exportation de la cocaïne aux États-Unis. Mais bien sûr, le marché, il était déjà ouvert. Et ce marché, c'était ouvert à partir des années 70-90, avec cette exportation de cultures de cannabis. Donc le trafic de cocaïne a explosé dans les années 80, plus ou moins, en Colombie. Mais il se poursuit encore aujourd'hui. Comme tout le monde le sait en Europe, et vous avez déjà regardé plusieurs séries concernant ce qui a été les trafics de drogue, de cocaïne en Colombie. Mais ce n'était pas ce qui était, c'est ce qui est, parce que la Colombie, c'est un des majeurs distributeurs, producteurs de cocaïne dans le monde, exportateurs, notamment aux États-Unis et Amérique latine. Mais cet narcotrafic, il a passé d'être une simple affaire des narcotrafiquants, de quelques clans, de quelques bandes de narcotrafiquants, de quelques familles de narcotrafiquants. Il a permis la politique en Colombie. Aujourd'hui, après l'accord de paix, les guérillas des FARC rendent les armes. Donc, pendant la table des négociations de 98 avec le gouvernement de Pastrana, au Caguán, la guérilla comptait plus ou moins avec 15 000 soldats. Que dans les FARC ou dans les autres Que dans les FARC. Ouais, c'était que dans les FARC. C'est Molano qui l'a dit justement, un chercheur que j'avais nommé du conflit armé en Colombie. Donc, comptait la guérilla avec plus ou moins 15 000 soldats. 15 000 soldats composés de qui? C'était la majorité, c'était des paysans, donc des paysans qui avaient pris les armes à cause de la violence, à cause de la violence en Colombie. Des gens qui faisaient partie aussi des partis politiques et à cause de la manque de garanties pour la participation politique en Colombie, donc qui avaient aussi pris les armes. Il y avait aussi des étudiants avec des idéaux de justice sociale, des changements de pays, des changements de modèle économique qui sont aussi partis et ont fondé, qui sont aussi partis aux guérillas des FARC. Mais aussi, il y a des gens étrangers. On a aussi l'exemple d'un guérillera qui était française, mais il y a aussi un porte-parole qui c'est Tanja Neymeyer, c'est une Hollandaise qui était allée en Colombie apprendre espagnol, elle était professeure et qui a vu l'inégalité sociale, l'extrême pauvreté avec laquelle les gens vivaient en Colombie,
et qui a décidé d'aller à la forêt rejoindre les guerriers des FARC-EP. Et jusqu'à aujourd'hui, donc voilà, il travaille avec eux. Et c'est quoi leur sollicitation? Qu'est-ce qu'ils veulent, les FARC? Est-ce qu'ils veulent la même chose que les autres forces armées, les autres guérillas? Est-ce qu'ils ont des trucs un peu où ils sont en opposition? Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Actuellement, on ne parle pas des FARC-EP parce que voilà, aujourd'hui, actuellement, il y a les dissidences de la FARC-EP qui ont été formés justement après les accords de paix. Pas juste un mois après, mais bon, il y a des gens qui n'ont pas laissé les armes, d'une part parce qu'ils ne croyaient pas que le gouvernement il allait justement mettre en œuvre les accords de paix, accomplir avec ceux qui avaient été signés. Et d'autre part, des gens qui sont partis après la signature des accords de paix parce qu'ils ont vu que les gouvernements, en fait, à la suite du gouvernement de Juan Manuel Santos, c'est le gouvernement d'Ivan Duque. Donc, c'était le gouvernement d'Ivan Duque qui a fait possession en Colombie. Et Ivan Duque fait partie du parti politique d'extrême droite où la tête est Álvaro Uribe Vélez. Donc, c'était un parti qui était du début des accords de paix, il s'avait mis en opposition aux accords de paix et une des finalités de eux comme parti politique, c'était de détruire les accords de paix. C'était un de ses objectifs. Donc, vu la non-garantie des mises en œuvre des accords de paix, il y a des gens, donc il y a des personnes qui sont parties à nouveau et qui font partie des dissidences des guérillas FARC-EP. Aujourd'hui, on parle il y a plus ou moins entre 2300 et 2400 dissidents des guérillas des FARC-EP. Il y a quelques-uns qui étaient avant dans la guérilla, mais il y a aussi des gens qui sont rentrés après la formation de ces dissidences.